RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Bienvenue dans le débat du jour. Jusqu'à 10h chaque matin, on détaille des sujets qui font l'actualité. Laissez-moi vous présenter nos deux bretteurs. Ce matin, nous sommes avec Jean de Saint-Chéron. Bonjour. Bonjour Pierre-Hugues. Décidément, c'est votre matinale, Jean de Saint-Chéron, puisque les auditeurs qui étaient là il y a 20 minutes ont écouté la chronique de Christophe Maurice sur Malétroit, le livre que vous venez de publier. Vous êtes écrivain, chroniqueur à la Croix. Vous travaillez à l'Institut catholique de Paris. Bonjour Jean-François Colossimo. Bonjour. Essayiste, écrivain, historien des religions, directeur général des éditions du Cerf. Vous avez notamment publié Le paradoxe persan, un carnet iranien chez Fayard. Et avec vous deux, ce matin, on va revenir, évidemment... Vous faites la moue, Jean-François Colossimo? Oui, parce que je l'ai publié, je crois, il y a une dizaine d'années. C'est vrai? Ah là là, j'ai une mauvaise... Alors, donnez-en un récent, alors. Occident, ennemi mondial numéro 1. Chez Albin Michel, c'est paru cette année, en 2024. Et avec vous, ce matin, on va revenir sur cette trêve à Gaza. Est-ce la fin de la guerre? Quel espoir cela peut-il susciter dans la région? Vous pouvez réagir par mail, direct@radionotre-dame.com, direct@rcf.fr. Bienvenue dans le débat du jour. Et peut-être pour commencer, revenir sur ces informations, cessez-le-feu donc qui a été conclu hier soir grâce notamment à la médiation de pays du Golfe. Jean-François Colossimo, je vais peut-être commencer par me tourner vers vous. Est-ce la fin de la guerre comme l'a suggéré Joe Biden? Mais certainement pas. Enfin, il n'y a que Joe Biden pour penser ça, pour clore à son mandat sur ce qui est censé apparaître comme finalement une victoire américaine, une victoire d'une modération que Joe Biden a été incapable d'obtenir de toute façon depuis plus d'1 an. Rien n'est réglé. La nouveauté, c'est que la riposte d'Israël, à la fois à Gaza et au Liban, a coupé les proxys, les relais de l'Iran, que sont le Hamas et le Hezbollah, de Téhéran. Et que, en fait, ils en sont réduits, particulièrement le Hamas, mais le Hezbollah aussi, qui a été largement décapité, vous vous souvenez, par des opérations d'ailleurs tout à fait spectaculaires. Eh bien, en fait, le Hamas et le Hezbollah sont à genoux et, pour se refaire, ont besoin finalement d'un temps de paix, d'un cessez-le-feu. Les Israéliens ne sont pas dupes. Je pense que les éliminations extrajudiciaires des responsables du Hamas continueront. D'ailleurs, on ne peut que déplorer, parce que c'est quand même cette question qui était essentielle depuis le départ, celle des otages, n'est-ce pas, depuis le 7 octobre. On ne peut que déplorer que le Hamas se résolve et je vais être très clair là-dessus, que le Hamas se résolve à libérer les otages après avoir sacrifié des dizaines de milliers de personnes parmi les populations civiles palestiniennes de Gaza, parmi les Gazaouis. Tout ça pour ça. Non, je crois qu'on est simplement à un de ces moments d'une guerre qui n'est pas une guerre de 100 ans, mais qui est peut-être une guerre de 1000 ans, dans le sens où il faut une véritable mutation politique dans toute la région pour que puissent instaurer les conditions d'une paix équitable pour tous. Je dis bien pour tous, n'est-ce pas ? Or, juste pour conclure cela, vous voyez bien que le sort de la région, c'est que derrière les pays qui avaient signé les accords Sykes-Picot entre Londres et Paris à l'issue de la Première Guerre mondiale, ces pays sont en train de se dissoudre, et derrière ces pays réapparaît en fait la marmite bouillonnante des communautés de l'époque de l'Empire ottoman, et vous êtes dans une région en fait qui est partagée entre les milices et les missiles, et où malgré tout, le seul ferment, je dirais, d'apologie du monde arabe pour ne pas embrayer sur la modernité, c'est l'accusation permanente d'Israël et la volonté de détruire Israël. Voilà, c'est là, ça, de ce point de vue-là, je ne vois pas où est le changement. Nous sommes malheureusement dans un épisode où, enfin, il y a un peu de répit pour les populations civiles, c'est ce qu'il faut saluer. Entre milices et missiles, Jean de Saint-Chéron, vous avez le sens de la formule, Jean-François. Écoutez, moi je souscris à ce que vient de dire Jean-François Colossimo. Bien sûr, est-ce que c'est la fin de la guerre ? Ce
ce serait grotesque de notre part de l'affirmer aussi légèrement, d'autant qu'il faut rappeler que Benjamin Netanyahou a encore fort à faire ce matin, puisqu'il doit faire ratifier l'accord de cessez-le-feu par sa coalition, dans laquelle, on le rappelle, il y a plus à droite que lui. Ça existe plus à droite que Benjamin Netanyahou. Et donc ça, est-ce qu'il y parviendra ? Probablement, mais ça sera probablement un accord peut-être à très court terme. Est-ce que même les 6 semaines qui ont été négociées tiendront sans que le moindre coup de fusil soit échangé ? Difficile de faire ce pari-là. Il y a un autre élément qui est intervenu, je crois, de manière relativement déterminante. En tout cas, c'est ce que j'ai pas mal lu ces derniers jours. C'est la pression colossale exercée par l'administration Trump, parce que le président élu a affirmé de manière extraordinairement nette, non seulement à ses équipes, mais également à ses interlocuteurs israéliens. Donc, légère pression américaine sur Israël, c'est un peu une première ces derniers mois, pour que le 20 janvier, le cessez-le-feu ait été conclu comme Trump l'avait promis tout au cours de sa campagne. Donc il y a aussi, d'une certaine manière, une réalisation, mais dans ce cas-là, avec tout ce qu'elle a d'extrêmement factice et fragile, d'une promesse de campagne du président Trump, qui voulait voir sa prédiction réalisée. Et là, je crois que depuis hier soir, il triomphe sur les réseaux sociaux, et c'est tout à fait également. Il avait besoin d'une victoire politique 3 jours avant son investiture, c'est ce que vous dites. En tout cas, effectivement, je crois qu'il a... Alors, finalement, l'histoire lui donne raison, alors peut-être pour quelques jours simplement, mais la pression qu'il a exercée était colossale. On voit qu'il a envoyé encore un émissaire la semaine dernière à Israël, qui devait arriver le samedi en milieu de journée. On lui fait savoir que le président Netanyahou ne pourra le recevoir que le soir, parce que samedi c'est Shabbat, et Trump a fait savoir que c'était une blague et que, bien évidemment, il serait reçu le samedi après-midi dans la journée. Donc, pour la première fois, l'administration américaine a mis une certaine pression, et on voit bien que ça, c'est aussi une sorte de... Oui. Jean-François Collet-Simon. Une certaine pression ou un certain troc. Oui, non mais tout à fait. Troc avec quoi ? Troc sur l'Iran. Sur la capacité pour Israël peut-être d'acquérir ces terribles bombes perforantes qui permettraient à Israël de neutraliser le parc nucléaire iranien, qui est enfoui sous des profondeurs telles qu'il est naturellement protégé. Ou autre chose, d'ailleurs, j'en sais rien, n'étant pas dans le secret de ces négociations. Mais il est évident que, de toute façon, l'axe Netanyahou-Trump, c'est un axe qui a existé précédemment. C'est un axe assez, entre guillemets, naturel. Et d'ailleurs, là où on voit que d'un point de vue idéologique, que cette toute petite victoire diplomatique, d'une certaine manière, est en fait aussi un peu du chiquet, c'est qu'il n'a jamais été question, alors que ça aurait permis de sauver des milliers de vies d'un côté comme de l'autre, et de libérer les otages un an plus tôt, de diminuer l'aide matérielle militaire américaine à Israël. La France elle-même compte très peu dans cette histoire. La France ne compte pas dans la disposition actuelle, puisque la disposition actuelle, c'est un Netanyahou qui est dans une situation de grief et de reproche à l'égard de Paris. C'est un nouveau pouvoir en Syrie qui dépend de la Turquie, laquelle est hostile à la France. C'est une situation anarchique en Irak, où sont plutôt Washington et Londres qui historiquement ont la main, et c'est l'incapacité de résoudre la question libanaise, qui est d'autant plus plombée aujourd'hui par la situation générale. Voilà, donc de ce point de vue-là, nous travaillons avec Al-Sisi en Égypte, Abdallah en Jordanie, Bin Salman en Arabie Saoudite, et surtout le Cheikh Bin Zayed, qui est le patron des Émirats et qui est le vrai patron du Golfe. On a effectivement d'excellentes relations avec le Qatar, qui joue un rôle très compliqué dans cette affaire, puisque le Qatar, c'est le relais des frères musulmans dans le Golfe, n'est-ce pas ? La monarchie saoudienne et les Émirats sont salafistes. Ils ont fait le choix
d'un islam qui est très marginalement violent et surtout ultra-piétiste, n'est-ce pas? Les salafistes, si on leur garantit qu'ils vont vivre comme au temps du prophète et on va leur foutre la paix, sont beaucoup moins virulents. Les frères musulmans, c'est qu'un projet politique de renverser les monarchies corrompues. Or, le Qatar est lié avec Erdogan totalement, et c'est l'axe des frères musulmans qui viennent s'emparer avec Monsieur Al-Shara, l'héritier d'Al-Nusra, de la Syrie. Donc nous, on essaie d'avoir une diplomatie liant aussi évidemment le roi de Jordanie, mais c'est une diplomatie, je dirais, qui est très mal reçue à Tel Aviv. Ça, c'est évident. C'est très très mal reçu à Tel Aviv, et c'est d'autant plus mal reçu à Tel Aviv que Tel Aviv a aussi pour politique d'encourager à travers l'agence juive la migration de nos compatriotes de confession ou de culture juive, qui constitue l'un des principaux réservoirs en fait de l'alia, du retour en Israël, du retour à Sion dans le monde, après évidemment les États-Unis, et en concurrence avec, je crois qu'on a dépassé la Russie même, je crois. Ce cessez-le-feu, quel espoir peut-il susciter dans la région? Parce qu'on voit la région très déstabilisée depuis quelques mois. Mais espoir, je vois pas lequel. Le fait de peut-être, il faut le dire, pour les familles des otages, de voir revenir les otages, autant qu'il y en aura de vivants, hein. Pour celles dont les otages sont morts, de pouvoir leur donner une sépulture, ce qui est important. Et de l'autre côté, pour les Gazaouis, le fait d'avoir peut-être accès à l'eau, à l'électricité, au-delà des frontières à la farine. Ça peut apaiser. Enfin, c'est un épiphénomène. Enfin, c'est pas un épiphénomène sur le terrain, mais globalement pour la région et l'avenir de la région, ça dit simplement qu'il y a un cessez-le-feu. Je vous rappelle d'ailleurs que la principale qualité, enfin si l'on peut dire, enfin la principale caractéristique d'un cessez-le-feu, c'est qu'on cesse le feu, ça veut dire qu'on peut le reprendre. C'est pas un armistice. Et il y a des oui, allez-y, genre. Non, simplement, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, enfin, l'accord qui a été trouvé, qui encore une fois reste à valider côté israélien aujourd'hui, ne contient aucune espèce d'avancée en matière de résolution durable ou profonde du conflit. C'est que quand Jean-François disait c'est un épiphénomène, en tout cas c'est un phénomène qui est extraordinairement superficiel. Cher ami, je dis un épiphénomène par rapport aux mutations qui seraient nécessaires pour que la paix s'installe dans la région. Bien sûr. C'est pas un épiphénomène en soi, encore une fois, pour les familles des otages, pour les Gazaouis, c'est pas un épiphénomène. Je parlais d'éventuelles avancées durables, voilà, ça n'est pas le cas. Voilà, ça on est d'accord. Voilà. Il y a encore un demi-milliard de dollars, par exemple, de revenus fiscaux dont l'autorité palestinienne pourrait légitimement bénéficier, qui sont retenus par Israël. Il n'est pas question du côté israélien d'ouvrir les vannes. Je veux dire, la protection des colons violents en Cisjordanie, il n'est pas question non plus, ça n'apparaît nulle part, ça n'est évidemment pas évoqué par Benyamin Netanyahou ni par ses alliés. Donc il n'y a pas d'avancée factuelle. Ce cessez-le-feu, il a été rendu possible parce que le Hamas est à terre, en réalité. Oui. Et c'est essentiellement ça. Plus cette petite négociation de l'administration de Trump qui voulait un coup d'éclat diplomatique, dirons-nous, avant l'investiture. Oui, parce que les termes de ce cessez-le-feu n'est pas très différent de celui qu'avait proposé l'administration Biden il y a quelques mois. C'est le même. 6 semaines, avec libération des premiers otages faibles. Ensuite, une deuxième phase, mais d'ailleurs, le calendrier n'est pas extrêmement bien déterminé. On ne sait pas quand interviendrait cette deuxième phase avec la libération des derniers otages. Et puis, dans un troisième temps, le retrait complet des troupes israéliennes pour permettre la reconstruction. Enfin, c'est très hypothétique et lointain. Juste un commentaire là-dessus, c'est pour essayer de bien dire les choses. Il y a un personnage qui s'appelle Jabotinsky, qui est un théoricien du sionisme russe à l'origine, qui maniait d'un côté le revolver, de l'autre la plume pour traduire Dostoïevski en hébreu moderne. C'est un personnage sulfureux qui est classé à l'extrême droite, dit-on, du spectre sioniste, parce qu'il était en bataille sans cesse avec les sionistes progressistes. Et dans l'entre-deux-guerres, il a donné un texte en disant que les sionistes progressistes se considèrent comme humains, humanitaires, humanistes, mais ils ne le sont pas du tout. Pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils considèrent qu'un jour, parce qu'ils distribueront des biens, à l'époque des radiateurs, des calorifères, aux Palestiniens, les Palestiniens oublieront ce qu'on leur a fait. C'est Jabotinsky qui parle.
Et dit, mais moi, je les considère comme mes égaux en humanité, et si on m'avait fait ce que je leur ai fait, ben, ça serait une guerre pour 1000 ans, tant que j'aurais pas retrouvé ce qui est à moi. Et en fait, d'où la théorie chez Jabotinsky de la guerre de 1000 ans, du rempart de fer, toutes choses. Voilà. Au passage, d'ailleurs, le secrétaire de Jabotinsky, c'était le père de Benjamin Netanyahou. Voilà. Au passage. Mais je crois qu'il y a ça dont il faut se rendre compte, c'est que, et c'est tout le casse-tête des chancelleries occidentales, c'est qu'il y a quelque chose quelque part, à vue humaine en tout cas, d'irrésolvable, tant que ne seront pas épuisés de part et d'autre, en fait, l'exclusion de l'autre. Mais on a du mal à la comprendre à ce point, nous. On a du mal à la comprendre, mais c'est une réalité fondamentale. Et par exemple, lorsqu'on voit que la diplomatie française maintient, je dirais, l'idée de 2 États, moi je serais pour, hein, c'est pas la question, mais on voit pas comment aujourd'hui. On ne voit pas comment. Donc on est sur un grand point d'interrogation en fait, où tous les pronostics sont largement déjoués. Moi j'ai vécu à un moment en Israël vraiment une page incroyable, qui était une page d'ouverture de confiance entre les Israéliens et les Palestiniens. C'était années 90 sous Rabin, où d'un coup les populations se changent. Et puis Rabin est mort, vous le savez, assassiné par un extrémiste juif. De la même manière que peut-être demain un Palestinien modéré entreprenant une démarche de paix pourra être assassiné par un type du Hamas. Donc vous avez un véritable problème. Vous avez une guerre qui mute sans arrêt. Au départ, vous avez une guerre israélo-arabe, puis vous avez une guerre israélo-palestinienne. Aujourd'hui, en fait, on est plus dans une guerre israélo-iranienne que les Iraniens sont en train de perdre, n'est-ce pas? Bon, vous avez d'un autre côté le fait que en fait, de part et d'autre, sont apparus des extrémismes religieux qui sont dans la radicalité de leur demande, ce qui laisse peu de place à la diplomatie. Mais ce qui fait aussi que les franges les plus modérées sont tenues de chaque côté par leur frange la plus radicale, n'est-ce pas? Donc tout ça crée une espèce de sentiment où, très sincèrement, à vue humaine, si quelqu'un arrive et dit voilà la solution, et d'ailleurs... Et le rapport à la violence, c'est quand même... Et d'ailleurs, le problème des accords d'Abraham, voulu par Trump, c'était que tout était réglé entre les Arabes et Israël, sauf la question palestinienne, n'est-ce pas? Et qu'elle s'est rappelée. Donc vous voyez bien que vous êtes face à, je dirais, un immense défi. Parlons tout de même un tout petit peu des chrétiens dans cet ensemble, juste une seconde. Les chrétiens sont aujourd'hui inexistants à Gaza. Ils étaient très nombreux parce que c'est pas possible de vivre sous le Hamas lorsqu'on est chrétien, tout simplement. Ils sont très minoritaires sous l'autorité palestinienne puisqu'ils sont le double en nombre du côté d'Israël, n'est-ce pas? Il y a eu pendant longtemps une tradition d'un christianisme palestinien, évidemment, c'était les chrétiens arabes, mais aujourd'hui apparaissent aussi des communautés hébréophones qui recrutent, surtout parmi les faux juifs russes arrivés depuis la chute du mur. Jean-François Colossimo, Jean de Saint-Chiron, le débat du jour. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Toujours avec Jean-François Colossimo, essayiste, historien des religions, auteur de Occident, ennemi mondial numéro 1, c'est chez Albin Michel, et Jean de Saint-Chiron, écrivain lui aussi, chroniqueur à la Croix. Il publie Malétroit, c'est chez Grasset. Et on va parler de François Bayrou. Donc, verra-t-il le printemps? Il devra donc, comme on l'a dit à l'instant, faire face à cette première épreuve à l'Assemblée avec cette motion de censure. Est-ce que le jeu va se clarifier après un discours de politique générale assez long qui a pu laisser perplexes ceux qui en attendaient beaucoup, mais néanmoins, comme on a pu l'analyser, il y a quand même quelques engagements qui ont été pris, en particulier sur la manière d'envisager la réforme des retraites. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue à l'Assemblée? Peut-il durer? Jean-François Colossimo, Jean de Saint-Chiron. Difficile à dire. Ce qui est vrai, c'est que ça va être un premier vrai test pour François Bayrou cet après-midi. Aujourd'hui, l'arbitre des élégances, c'est le PS,
parce que ils n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient demandé pourtant de manière relativement ferme la semaine dernière, à savoir la suspension de la réforme des retraites. Le problème, c'est que François Bayrou, devant composer avec l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, ne peut pas se mettre tout le monde à dos en accédant à cette demande du Parti socialiste. Du coup, comme ça a été rappelé à l'instant dans le Flash Info, il a donné un sucre de la main gauche, à savoir la suspension de la suppression des 4000 postes dans l'éducation nationale. Bon, il y a quelque chose d'un peu évidemment grotesque, mais enfin au sens presque le moins jugeant ou moralisateur du terme. C'est que c'est une situation tragique dans laquelle avec laquelle François Bayrou essaye de composer, et on voit bien que d'ailleurs, s'il met tout en œuvre pour essayer de composer avec une situation aussi impossible, c'est parce qu'en réalité, il est trop content d'être Premier ministre. Il veut que ça dure le plus longtemps possible. Ça fait des années, des décennies que François Bayrou aspirait au pouvoir en France, et qu'il se gargarisait de l'hypercentre qui allait résoudre tous nos problèmes. Ça fait également des années que son premier cheval de bataille, c'était celui de la dette française. On peut s'en rappeler, il invectivait à droite comme à gauche en fustigeant l'inconscience des dirigeants politiques qui ne voyaient pas le drame de la dette. Bon, aujourd'hui, maintenant qu'il a les clés en main, on voit qu'il parle un petit peu moins de la dette, qu'il accepte de renoncer à une suppression de 4000 postes, et que pour la réforme des retraites, il sait lui-même pas où il va en réalité. Jean-François Colosimo, c'est votre avis? Écoutez, d'une part, oui, Matignon vaut bien la distribution de quelques indulgences aux socialistes, n'est-ce pas? C'est pas... bon, de ce point de vue-là, on a affaire à un homme, en fait, qui est très pragmatique et certainement beaucoup plus souple que ne l'était Michel Barnier, mieux préparé à l'épreuve d'une assemblée, en fait, ingouvernable. Ça, c'est sûr. L'homme est doué de talent, de ce talent-là, en tout cas. Le talent de quoi? De parler à tout le monde? Le talent de pouvoir revenir sur une décision, l'aménager, le fait de ne pas être... C'est un type... Bayrou est un type assez dogmatique dans le sens où il a quelques croyances fermes, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Non, il les a. Je veux dire... et lesquelles? C'est un représentant exemplaire d'un courant disparu en France après le retour du général de Gaulle, la démocratie chrétienne. Et là-dessus, il a quelques vrais... des actions de vérité, par exemple sur la loi sur la fin de vie, enfin, etc. Il est indiscutablement... Il est fidèle à un corpus initial sur quelques enjeux fondamentaux plutôt de représentation anthropologique. Ensuite, c'est un pragmatique, enfin, c'est pas pour rien qu'il se veut béarnais, l'émule d'Henri IV. Henri IV a quand même changé, je crois, une dizaine de fois de confession, entre catholicisme et protestantisme. Ça laisse des traces. Ouais, non, mais bon, pour accéder, en fait, au trône, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, le projet de François Bayrou, c'est l'Élysée, ça n'a jamais été Matignon. Matignon, pour lui, c'est qu'une étape. Mais donc il a besoin de durer. Il a besoin de durer avec, en fait, des députés qui, à l'exception des députés de LFI, parce que Jean-Luc Mélenchon est pressé, parce que Jean-Luc Mélenchon se sent vieillissant, parce que son état intérieur en perpétuelle ébullition tourne au rouge, si je puis dire, et sa volonté de semer le chaos grandit chaque jour, etc. Mais à part Jean-Luc Mélenchon, tout le monde a compris qu'on pouvait pas quand même deux fois envoyer un gouvernement coup sur coup, parce que à la fin, tout le monde allait être déconsidéré. Alors sa principale promesse, c'est la proportionnelle. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas comment. Il a laissé tout ça ouvert, n'est-ce pas? Mais la proportionnelle, c'est quoi? C'est cette petite, médiocre, mais si réconfortante assurance pour ceux qui siègent aujourd'hui dans une pagaille totale, souvent dans l'ignorance de la chose politique, souvent dans l'inculture la plus profonde du pays, de pouvoir revenir siéger et de continuer à avoir... Vous pensez à qui? Leurs intérêts de députés. Je pense à la majorité. Je suis désolé de dire, je pense aux députés comme ça, enfin le député type, n'est-ce pas? Il y a un moment où on se dit... Et la restauration du cumul des mandats. Parce que la vérité, c'est qu'on a désormais à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a encore quelques paysans, quelques ouvriers qui
par la voie syndicale, sont devenus sénateurs et se rappellent qu'il y a un pays qui est réel, n'est-ce pas ? Mais là, on a une classe politique, tous ces élus, on ne sait pas d'où ils sortent, ils sont flottants. En fait, on n'a plus que des partis d'élus. Non seulement c'est le retour du règne des partis, mais on n'a que des partis d'élus. Il n'y a plus de peuple dans ces partis. Yael Braun-Pivet s'inquiète du retour de baronnies locales, en voyant revenir le cumul des mandats. Oui, mais moi, je trouve que les baronnies locales, lorsqu'il y a un État central qui est fort, c'est un rapport de tension qui a fait la France, n'est-ce pas, et qui est préférable à la pagaille qu'on connaît aujourd'hui. Deuxièmement, moi je sais tout simplement parce que je suis en province, dans les territoires, d'une part, je sais très bien que, je veux dire, voilà, le jour où Avignon n'a plus un député maire, la ville a plongé complètement parce qu'elle a été hors de tous les grands projets d'État en termes de circulation, d'investissement, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais de quoi nous parle-t-on ? Enfin, je veux dire, on veut déréaliser la vie au nom de principes qui sont des principes, en fait, de quoi ? Enfin, des principes abstraits, non, des principes très concrets d'une petite classe qui ne représente qu'elle-même et qui en fait veut se constituer en oligarchie. Mettons-les, ces députés, à l'épreuve de gagner une ville. Jean de Saint-Chéron. Non, je suis assez d'accord sur le cumul des mandats. En tout cas, il est certain que ça permettait, c'était pas forcément la panacée absolue, mais un certain ancrage territorial des représentants de la nation, et puis aussi effectivement une défense concrète des intérêts, non pas seulement locaux ou particuliers, mais de la réalité du terrain dans le fonctionnement notamment des administrations. Et aujourd'hui, on a une classe politique, je pense, je parle ici des représentants de la nation à l'Assemblée nationale, qui est, pour une très large part, comme disait Jean-François, totalement déconnectée de ces réalités-là, qui n'a plus d'ancrage, qui ne sait pas de quoi on parle, et qui donc, en réalité, ne défend pas ce que les administrés seraient en droit d'attendre de leurs élus. Et mais qui a le réflexe de la théâtrocratie. Mais qui a le réflexe de vouloir durer, parce que la question c'est de vouloir durer pour pas trop se décrédibiliser, parce qu'aujourd'hui c'est le risque que l'on a si cette situation perdure. Non, mais ils n'ont surtout pas envie de retourner devant les électeurs. Exactement. Parce que d'abord, eux, ils les connaissent pas, et les électeurs ne les connaissent pas. Donc ça fait quand même, vous voyez, du speed dating un peu hasardeux, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire, bon, donc de ce point de vue-là, ils vont un peu se calmer. Bayrou peut-il aller jusqu'à l'été ? C'est la question. Il en a les ressources. De quoi ça dépend ? Il est même capable, je pense, de revenir sur les quelques convictions chrétiennes démocrates auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure, Jean-François Colosimo. Ou les éluder, ou les renvoyer plus tard. Moi, je pense que si sa place est en jeu, il est même capable de tout renier, de renoncer, en tout cas, à certaines choses, ou de franchir des lignes rouges qu'il a dit qu'il ne franchirait jamais. Peut-être bien, on verra. Il ne faut pas le souhaiter de toute façon. Il ne faut pas le souhaiter. Je ne crois pas que ça soit la loi, cette fameuse et terrible loi sur la fin de vie, qui est tout à fait inacceptable. Disons que jouer la montre, c'est pas idiot, dans le sens où c'est pas une loi en plus qui est la plus nécessaire aujourd'hui. Mais ce que vous dites, c'est qu'à part LFI, tout le monde a intérêt à jouer la montre. Et surtout Marine Le Pen. Tout le monde a intérêt à aider François Bayrou. Et surtout Marine Le Pen, dont le sort d'éligibilité est suspendu à une décision judiciaire. Je dois le dire, je n'ai aucune sympathie pour elle, aucune sympathie pour le Front National, mais le pouvoir des juges en France devient vraiment quelque chose de tout à fait inquiétant pour trancher de la vie politique. On l'avait déjà vu avec François Fillon, on l'a vu ailleurs. Je veux dire, là, de ce point de vue-là, il y a une véritable question. Par-delà, je veux dire, la question de savoir qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Il y a véritablement, vous voyez, la séparation des pouvoirs, elle est de moins en moins évidente, non pas parce que le pouvoir politique administrerait la justice, mais parce que la justice fait de la politique. C'est ça la vérité. Là, on a dressé un tableau assez sombre de François Bayrou. Pour autant, sa réussite peut-elle contribuer aussi à la réussite du pays ? J'entends par là que s'il dure, s'il permet une certaine stabilité, cela peut réjouir, je pense, à certains marchés financiers, à la dette de la France, donc sous-jacente. Y a-t-il pas un intérêt à ce que François Bayrou réussisse pour le bien commun du pays ? On a intérêt à ce que François Bayrou, parce qu'il est là, réussisse, qu'on tienne jusqu'à ce que la situation politique se débloque, que peut-être le président renvoie
le peuple devant les urnes. Vous souhaitez On n'a l'élection pas présidentielle intérêt, anticipée à ce Non, que mais le en tout cas, une nouvelle que le dissolution. président démissionne, enfin. Il y a un point Une commun. nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale à l'été prochain. Ça semble quand même un horizon un peu raisonnable, parce qu'aujourd'hui, la Chambre est... Oui, elle mais est- sans savoir pour quel n'existe résultat. pas. Sans Non. savoir pour quel résultat. La vérité, c'est que depuis que Lionel Jospin a forcé Jacques Chirac, qui s'est laissé faire, à trahir les institutions de la Ve République, en instaurant le quinquennat à la place du septennat et en faisant du président de la République un chef de parti soumis à sa majorité à la Chambre, qui était vraiment une torsion complète, et qu'en plus ils ont limité les mandats de 5 ans quinquennat à 2 mandats, donc avec un deuxième mandat qui est vraiment inefficace, parce que vous vous rendez bien compte quand même que la deuxième fois où vous êtes élu, tout le monde pense à la prochaine élection. C'est un coup blanc, c'est un coup pour rien. Donc, voilà. Donc Emmanuel Macron a été, depuis cette réforme dramatique, sur laquelle il faudrait revenir absolument, n'est-ce pas, il a été le seul président à être élu une deuxième fois. Ni Nicolas Sarkozy, ni C'était François. ceci, censément être l'occasion pour un président de faire passer des réformes impopulaires. Mais pourquoi c'est impossible ? Parce que le président a précisément besoin de sa majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer les réformes impopulaires, et que sa majorité n'est absolument pas prête à le suivre, parce que le siège à l'Assemblée de celle ou celui qui voterait une réforme des retraites un petit peu trop du rail, évidemment, serait mis en cause pour l'élection suivante. Ah oui, absolument. Donc, de toute façon, c'était un peu le miroir aux alouettes. Absolument. Mais donc c'est là où nous en sommes. Maintenant, est-ce qu'on a intérêt à ce que la Ve République dévisse pour une 6e République dont personne ne saurait de quoi elle est faite, si ce n'est peut-être répéter la 4e dans toutes ses erreurs? Le général de Gaulle a véritablement restauré l'histoire de France dans son unité avec cette conception monarchique d'un régicide tous les 7 ans, d'un régicide non sanglant tous les 7 ans, tu vois. Bon, c'est 1789 tous les 7 ans. Non, mais chef d'État, chef de diplomatie, chef des armées, disposant du doigt sur le bouton nucléaire, ce qui fait la force de la France. Il a restauré la monarchie et la République. Voilà, d'une manière en plus très démocratique, encore une fois, puisque... qui là se retrouve l'otage de Parlement. Mais parce qu'on a dénaturé cette République. Donc il faudrait restaurer le cumul des mandats et le septennat, hein, si on vous suit quelque peu. François Bayrou a une phrase qui peut-être renvoie aussi à notre sujet précédent. Il a dit dans un monde brutal, son expression, la France a des atouts dans ce monde devenu de plus en plus brutal. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui situe son action? À quoi il fait référence précisément? C'est un extrait de son discours de politique générale. J'essaie de retrouver sa phrase au verbatim. Que le discours soit de plus en plus brutal, ça je ne sais pas. On est dans une période de l'histoire. Non, mais la politique aussi s'exprime de manière plus brutale. On le voit avec c'est à ça qu'il fait référence, etc. L'ensemble du monde aujourd'hui se brutalise. Parce que le monde est brutal, mais je veux dire, le monde est brutal depuis quelques dizaines de siècles. Certes. Mais donc je peut-être vois qu'on pas passe bien par-dessus les institutions. Il veut faire référence précisément. Après avoir évoqué l'agression de l'Ukraine par la Russie, un monde multipolaire dominé par la Chine, François Bayrou a enchaîné sur le grand allié de la France, les États-Unis, qui ont eux aussi choisi la même politique de puissance et de domination, a-t-il dit dans son discours de politique générale. C'était pour faire référence à l'état dans lequel était la géopolitique internationale. Oui, alors, non. Oh là, Jean-François Colosimo n'est pas d'accord. Surtout, c'est pas comme si c'était nouveau. Non, je pense, oui. Non, il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté en géopolitique, c'est que ce que j'ai essayé de décrire, c'est que les néo-empires, par exemple, que forment la Russie, la Turquie, l'Iran, la Chine et l'Inde, pratiquent désormais des formes de violence ouvertes. C'est-à-dire que même sous l'URSS, Moscou disait là, c'était une bavure, on est désolé. Il y a une désinhibition de la violence. Il y a une réaffirmation de la violence, c'est-à-dire, voilà, moi je détiens le monopole de la violence arbitraire, et tu te débrouilles avec, et je ne vais même pas chercher à me justifier. C'est comme ça. C'est ce que fait Erdogan
lorsque il affame 120 000 Arméniens au Karabakh. C'est ce que fait Est-ce que c'est ce que fait Poutine Trump qui bombarde. Est-ce que c'est ce que fait Trump quand il dit Ou même quand il fait disparaître Non, ça, c'est autre chose. ou même quand il fait disparaître un opposant médiatique, par exemple. La disparition de Navalny, c'est vrai que c'est un truc. Mais c'est une affirmation comme ça, oui, Ouais. très, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous avez, les gars? Dans ce nouveau C'est monde de la donc- force brutale, voilà Ah, son expression. Dans voilà. ce nouveau monde de la force brutale. Alors ça, il a raison. Je sais pas où il a pris, mais peut-être il lit des bons Je sais pas livres. qui lui a écrit son discours. Bon, ça, il a raison. En politique intérieure, la vérité, c'est que moi, vous voyez, je suis un peu plus âgé que vous. Je veux dire, quand les autonomes, dans les années 70, voulaient faire péter les centres-villes, c'était même à un autre niveau d'organisation politique et de dispensation de terreur que ne sont aujourd'hui les descentes des quartiers au centre-ville. Hein. Tu vois, donc, de ce point de vue-là, moi, je suis né quand même dans un monde français. Je suis dans les années 60, quand j'ai grandi, il y avait quand même des meurtres politiques inexpliqués. De Breuil, Boulin, enfin, je veux dire, il y avait encore la fameuse affaire du sac d'Oriol, vous vous souvenez, cette milice dite gaulliste, entre gros guillemets, la tuerie d'Oriol, tout ça. Enfin, je veux dire, vous aviez une relation, par exemple, entre le monde politique et une pègre couverte, les mains couvertes de sang, qui était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Puis dans la Donc, décennie suivante, il y a eu Action Directe. Oui. De l'autre côté de l'échiquier politique. Absolument. Avec boulevard Edgar Quinet, là où nous sommes, le meurtre abominable d'un Georges Besse en pleine rue. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu des choses ahurissantes. Et d'ailleurs, Voilà. tout à l'heure, Et ça, on n'a plus tellement. En revanche, ce qu'on a, c'est le caractère désinhibé du fait de présenter, comme dans ma Une ville violence assumée d'Avignon. par les chefs d'État eux-mêmes, en fait. Oui, non mais Par LFI certains. présente un type fiché S plusieurs fois, sans problème, c'est normal. Maintenant, Ou par les chefs de parti. les huissiers à l'Assemblée doivent lui dire bonjour monsieur le député, le représentant de la nation, laquelle. Alors qu'il est fait chez S. Bon, etc. On voit la violence entre députés, les menaces, parfois les coups. Ça, ce sont des spectacles qui n'étaient pas autorisés avant, ce qui ne veut pas dire qu'il y il n'y avait... avait pas de violence avant. Il y avait une violence qui c'est réelle, mais qui était contenue. Et parce qu'on ne pouvait pas se donner en spectacle. Aujourd'hui, Pour pas dire caché. le spectacle de la violence est redevenu un atout. Elle était contenue dans les institutions et pas par les institutions. Aujourd'hui, En ce tout sont cas, les institutions qui débordent d'elles-mêmes. elle est assumable devant l'opinion publique. Et Les- par la politesse. Les auditeurs réagissent sur direct@radionotre-dame.com et direct@rcf.fr et l'un d'eux considère que vous avez une bien piètre vision des hommes politiques ce matin. Qui, moi Les deux, Jean Saint-Chéron, Jean-François Cumé. Vos débatteurs, écrit-il dans ce mail. C'est la lucidité. C'est de la lucidité, c'est du pessimisme, c'est un manque d'espérance. Bon, je pense que Du réalisme, peut-être. vous êtes d'accord avec moi, cher ami. Nous, on est prêt à changer d'avis. Hein. Ah, tout à fait, ouais. Mais on attend les signes. Vous êtes plastique comme François Bayrou. Tout à fait, on est prêt à changer d'avis. On attend les signes. Non, mais on moi, projette beaucoup de choses sur les j'ai- hommes politiques. Cet J'ai du auditeur, je pense. respect pour François Bayrou. Non, détrompez-vous, cher auditeur, détrompez-vous. Moi, j'ai du respect pour François Bayrou. Voilà. Maintenant, François Bayrou a choisi d'aller à Matignon, c'est-à-dire à se distinguer, surtout aujourd'hui, comme un manœuvrier. C'est son sens de la manœuvre qui va pouvoir illustrer son action. Mais Matignon, Plutôt ça peut être pour- un tremplin pour l'Élysée. Parce que généralement, ça n'a pas toujours fonctionné. Hein, c'est François moins que je puisse Bayrou dire. considère que l'Élysée Ah lui non, revient c'est- depuis ouais. toujours. Généralement, ça recale pour l'Élysée. Tout à fait. Oui, mais là bon, on est quand même là dans du non-écrit absolu. Si vous Ouais. voulez, toutes les règles d'antan ne valent plus tellement. C'est l'intérêt de la période, c'est que c'est très difficile de prévoir quoi que ce soit en fonction d'usages antérieurs. C'est peut-être l'intérêt de la période, en tout cas. Oui, moi je pense. Vous vous êtes arrêté au milieu d'une phrase, Jean-François Cole-Simon. On a Non, ce que je veux L'exactitude, dire, c'est qu'il c'est pense, que moi, ça, c'est moi j'ai de l'affection, contrairement à ce que pense notre auditeur, j'ai de l'affection et du respect pour François Bayrou. Je considère qu'il était légitime dans son ambition de concourir pour la présidentielle. Le problème, c'est que comme l'espace qu'il occupe est un espace qui a disparu, c'est un espace centriste,
Emmanuel Macron a cherché à ressusciter, d'où le fait que François Bayrou s'est rallié à Emmanuel Macron, qui était mieux placé que lui dans les sondages. Cet espace-là, il est en train, encore une fois, de se refermer, que c'est pas très français. Vous savez, la France, c'est pas un pays où on procède par réforme, c'est un pays où on procède par révolution. Sauf que si on veut ni de LFI ni du RN, cet espace, il va exister par lui-même. L'UMP d'Alain Juppé voulait la disparition de François Bayrou, il a résisté, il s'est constitué en autonomie, en indépendance. Après, évidemment, il s'est beaucoup éloigné de Nicolas Sarkozy au point de se rapprocher à un moment de Ségolène Royal et d'appeler à voter pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Donc la droite lui en veut. Pour autant, il n'a pas gagné complètement l'estime de la gauche. On a affaire à un héritier d'Henri IV. Voilà, il se sent comme tel, pourquoi pas. Mais parcours à la fois sinueux et fidèle. On espère que ça finira pas comme pour Henri IV d'ailleurs, avec un Ravaillac quelconque. Du tout. François Bayrou est plein de talent, mais les obstacles sont immenses. Et lui-même est porté par une ambition de servir le pays. Il n'a que 72, 73 ans. Après tout, par rapport au candidat américain, c'est très jeune. On ne fait pas de lien avec Henri IV. Pour autant, s'ouvre dimanche la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et on va en parler à présent, Louis Dauphren. Oui, cette semaine, alors au-delà de la formule, semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a un côté peut-être pas forcément routinier, mais enfin prévisible, on se demande comment on peut essayer de lui donner un petit peu d'épaisseur et de savoir quelles avancées peuvent être notables. Et ce que l'on peut en attendre aussi. Jean de Saint-Chéron, dans quelles dispositions ? En tout cas, c'est un grand anniversaire cette année avec les 1700 ans du concile de Nicée. Donc peut-être qu'il va falloir s'appuyer sur cette symbolique, cette date symbolique forte, cet anniversaire du symbole précisément, donc qui est le lieu dans lequel, en principe, sont capables de se retrouver tous ceux qui professent aujourd'hui la foi au Christ, une même foi au Christ. Même si, comme on le sait, mais peut-être que je laisserai Jean-François y revenir, il existe quelques désaccords que l'histoire a mis au jour sur ce fameux symbole. Mais c'est évidemment pas l'essentiel aujourd'hui de ce qu'il serait bon de vivre. Moi, ce que j'aime dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est que c'est une semaine de prière. Et il ne faut pas en faire ou chercher à en faire à tout craint autre chose. C'est pas d'abord une semaine de diplomatie, de rencontres, de négociations pour savoir ce sur quoi on pourrait se mettre d'accord pour avancer, même s'il est évidemment bon d'être pragmatique. Mais c'est d'abord une semaine pour prier ensemble. Alors, je ne veux pas faire mon couplet piétiste ce matin, mais néanmoins, si on partage une même foi dans l'Esprit Saint, dans le Christ mort et ressuscité pour nous, il est peut-être bon de reprendre conscience à cette occasion que c'est pas par nos propres forces humaines et pas simplement par les talents de négociateurs ou telle avancée stratégique en matière religieuse qu'on résoudra le problème, mais par une action quand même invisible de la grâce qui passera par le canal évidemment de nos libertés humaines. La grâce ne s'impose pas, mais néanmoins elle permet sans doute la réalisation de l'impossible. Donc la première chose à dire, me semble-t-il, au moment où s'ouvre cette semaine, c'est qu'il est bon de prier et que chaque chrétien prenne au sérieux la prière. Jean-François Colossimo. Non, œcuménisme, ça a la même racine que écologie, que économie, c'est ecos, c'est l'administration de la maison, n'est-ce pas ? Alors, la démarche œcuménique, c'est très simple. Elle est de 3 niveaux depuis un siècle. Elle est celle des théologiens. Alors, les théologiens, entre eux, reviennent au XIIe siècle, se rendent compte qu'il y a un auteur qui est apparu mineur à ce moment-là, mais qui est en fait un auteur majeur, parce qu'il livre une clé sur le filioque qui permet de réunir des interprétations diverses, etc. C'est un œcuménisme exemplaire, utile. Il faut dire quand même que cet œcuménisme-là touche assez peu le peuple chrétien, parce que, je veux dire, si on va dans les paroisses catholiques de France et les paroisses orthodoxes de Grèce et on fait une enquête sur ce que les paroissiens pensent du filioque, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de réponses. C'est une bonne idée que vous nous donnez pour la semaine prochaine. Voilà, on pense pas beaucoup de réponses. Le deuxième œcuménisme, évidemment, c'est l'œcuménisme des primats, n'est-ce pas, et de leurs rencontres. C'est vrai que ça a pris un tour un peu rituel. C'est vrai qu'on en attend plus.
Et puis le troisième œcuménisme, c'est C'était les l'œcuménisme... 60 ans de la rencontre avec Athénagoras, Paul VI cette année 2024. C'était 64 dans mon souvenir. Non, les 50 ans, non, c'est 60 ans. 65. En tout cas, un anniversaire. C'était 64, je crois. Un anniversaire. Voilà. Bon, en tout Rencontre cas, fondatrice, mais c'est vrai qu'on se souvient de cette rencontre C'est vrai. et on a du mal à... Pardon. Le j'ai coupé troisième Jean-François. Et le écuménisme, troisième parce qu'on élément. arrive à la parce fin. qu'on a voilà, plus de bon. temps. Et ça, c'est l'œcuménisme entre les gens de foi, tout simplement. Et là, on se rend pas compte quand même des choses qui ont été bouleversantes. Je veux dire, dans les Cévennes, il y a des catholiques et des protestants qui non seulement se rencontrent, prient ensemble et parfois se marient. Donc ça c'est très important. Un pragmatisme. Mais juste pour finir, ce qu'on découle, l'unité de l'Église, on la produit pas, elle se découvre. Et elle se découvre dans la rencontre. Et le dernier point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les frontières culturelles et les frontières culturelles ne se recoupent. Merci beaucoup Jean-François Colosimo. Le mot de la fin. Merci à Jean de Saint-Giron avec nous ce matin. Merci Louis Dauphren. Merci Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale. Le grand retour et le grand retour.